Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Cultiver sa santé mentale en compagnie de Mélissa Boilard, qui est directrice générale de l'organisme Le Trait d'Union. Mélissa, bonjour. Bonjour. Mélissa, aujourd'hui, on va parler de santé mentale, mais comment on parle de notre santé mentale? Oui. Hé! Pas évident. On a juste 15 minutes pour faire le tour de ça. Oui. Parce que c'est tout un sujet, là. Bien oui, quand même, là. Puis, tu sais, ça appartient beaucoup à chaque personne aussi, hein. On n'est pas tous rendus au même niveau, avec les mêmes connaissances, les mêmes expériences non plus pour pouvoir en parler ouvertement ou pour, en tout cas, chacun aura, puis ça dépend à qui on en parle aussi, hein, je vais en parler, mais que ce soit à nos proches, nos amis, c'est une chose. L'employeur, notre entourage professionnel, on a-tu la même ouverture ou plus de réticence? Et est-ce que le milieu de travail est prêt à le recevoir aussi, ça, deuxième chose? Tu sais, puis à nos enfants, à des enfants d'âge, par exemple, préscolaire, adolescent, début de l'âge adulte, qu'on ait un diagnostic ou non. Hein? Est-ce qu'on leur en parle, puis comment on en parle? OK. Mais est-ce qu'il faut avoir un problème de santé mentale pour en parler? Bien, moi, je pense que non, parce que tout le monde a une santé mentale. Hein? Peu importe notre âge, peu importe notre situation, on en a tous une, puis elle va varier dans le temps, notre santé mentale. Tu sais, le diagnostic, là, lui, il survient quand on a un trouble sévère et persistant. Quand on est vraiment à l'autre bout du spectre, là. Fait que là, quand ça devient très envahissant, ça m'empêche d'aller travailler, ça m'empêche d'avoir des relations saines, tu sais, ça m'empêche dans mes sphères de la vie quotidienne, là, que ce soit le spirituel, l'activité physique, le travail, c'est ça, le social, nos proches, notre environnement. Si ça affecte diverses parties là-dedans, puis ça devient tellement envahissant que ça m'empêche de bien fonctionner, là, on arrive avec un diagnostic. Mais avant ça, là, il y a toute une gamme d'émotions et de variations qu'on peut vivre au cours de notre vie, puis c'est normal. Tu sais, vivre ces émotions aussi, c'est normal. Donc, si j'ai une perte d'emploi, j'ai une relation amoureuse qui se termine, j'ai un décès d'une personne proche de moi qui arrive, par exemple, subitement. Tu sais, il y a plein de choses dans notre vie qui vont nous emmener à nous sentir moins bien psychologiquement. Puis, c'est pas négatif en soi, puis ça va pas mener jusqu'à j'ai besoin d'une psychothérapie, j'ai besoin de médication, j'ai besoin d'un psychiatre. Là. Tu sais, la plupart des gens n'iront pas jusqu'à ce bout-là du spectre. Mais moi, je trouve ça important d'en parler. Puis pour les mêmes raisons qu'on en parle avec les personnes qui ont un diagnostic, c'est que ça va inquiéter les gens autour de nous. Et comment on peut avoir du soutien, des accommodements, du support si on n'en parle pas puis on reste dans le flou, dans le noir. T'sais. C'est quoi le moment où on choisit d'en parler? Ça aussi, c'est pas facile. C'est pas facile, puis il y a tout un travail qu'il faut faire sur soi avant. Parce que pour en parler encore, faut-il bien se comprendre? On parlait dans une autre chronique de bien se connaître aussi. Oui. Bien, ça revient tout le temps. Bien, c'est parce que, tu sais, pour pouvoir l'expliquer, si je veux entamer le dialogue, tu sais, en parler avec quelqu'un, encore va-t-il falloir que je comprenne là, mon diagnostic, ou si je n'ai pas de diagnostic, comprendre mes symptômes, qu'est-ce qui m'arrive, parce que si je ne me comprends pas moi-même dans ma tête, dans mon corps, ça va être bien difficile. Et ça peut être quoi, les symptômes? D'en parler avec quelqu'un. Bien, tu sais, par exemple, des symptômes dépressifs, là. Parce que, ou des symptômes anxieux, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement, puis ça ne va pas aller jusqu'à une dépression majeure, puis ça ne va pas nécessairement aller jusqu'à une anxiété, tu sais, un TAG, un trouble anxieux généralisé. Mais je peux quand même ressentir des symptômes d'anxiété 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines de temps, qui pour moi dépassent un stress normal. Parce qu'un stress normal, là, c'est... je m'en vais dans le bois, je rencontre un ours, je vais être stressée. Puis si je ne suis pas stressée, je suis cliniquement morte, c'est peut-être pas normal. Tu sais, je veux dire, c'est normal, c'est notre instinct de survie, le stress. Ça nous amène à nous dépasser puis à se mettre en action. Tu sais, si j'arrive ici pour faire ma chronique le matin, je suis un petit peu stressée, c'est normal. Si ça fait 2 semaines que je dors pas en prévision de venir faire ma chronique à matin, on a un problème. Là, on a un problème parce que là, ça m'empêche de dormir. Je fonctionne pas bien au travail parce que je dors pas puis justement, je pense juste à ça.
Tu sais, je pense juste, ça m'envahit tellement que ça m'empêche de bien fonctionner. Bien là, ça devient très, très problématique. Fait que là, il faut peut-être que j'aille chercher de l'aide. Et là, si je veux en parler, par exemple, à mon employeur, parce que si j'étais employée, puis de me dire, mon Dieu, que je suis pas bien avec cette situation-là, d'aller faire une chronique à CMA TV, il faut peut-être que j'en parle à mon employeur que je suis pas bien à ce moment-là, pour qu'il prenne les mesures, parce qu'il va peut-être me dire, ben oui, ben il n'y a pas de problème, on va envoyer quelqu'un d'autre ou on va, ce que j'appelle l'exposition, tu sais, on va t'envoyer voir quelqu'un d'autre faire une chronique sur place, que tu vois les caméras, les gens, comment ça se place, tout ça. Des fois, ça diminue l'anxiété aussi, ça, tu sais, il y a plein de petits trucs et astuces qu'on utilise chez nous au quotidien, mais tu sais, c'est ça. Fait que pour revenir, encore faut-il bien se connaître, puis savoir sur quoi on est prêt à nommer les choses, puis sur quoi on n'est pas prêt à aller non plus. Parce qu'on n'est pas obligé, quand on ouvre le dialogue, de tout dire, là. De dire, j'ai fait une tentative de suicide il y a 2 ans, là, ça va moins bien, je me sens pas bien. Je suis peut-être pas obligée de tout ouvrir sur les tenants et aboutissants. Mais, puis tu sais, des fois, c'est pas... Ça peut être un appel à l'aide, mais c'est pas toujours ça. Tu sais, moi, je vois ça très, très positif de pouvoir communiquer avec nos proches. Puis on le voit quand je regarde au niveau de la littérature, au niveau de, tu sais, ce qu'on en parle à nos enfants, par exemple. Là. Mais un enfant, c'est pas fou, là. Ils disent, là, on ne devrait pas leur mentir, premièrement, hein, jamais. On devrait leur nommer les choses. C'est sûr qu'on va utiliser un langage, un moment qu'on est bien, puis un moment où l'enfant est bien aussi pour lui nommer, puis on va adapter son langage à ce que lui est capable de comprendre. Fait qu'un enfant scolaire, préscolaire, on peut le nommer, lui, il fonctionne en émotion. Hein, c'est des petites boules d'émotion à cet âge-là. Fait qu'on va lui parler comme ça. T'sais, on peut dire, maman est triste, elle pleure plus souvent, mais c'est qu'elle est malade. Et de répondre aux questions de l'enfant, il faut être disponible, il faut être capable de répondre. Et c'est là qu'il faut être prêt à l'avoir, cette discussion-là. Puis ça peut être avec de l'aide, là, si on a besoin, que ce soit un intervenant ou quelque chose comme ça, ou un ami qui nous appuie là-dedans. Mais ça se nomme. Parce qu'un enfant qui voit maman différente, que ce soit de la tristesse, que ce soit de l'anxiété, que ce soit de la gestion d'humeur qui est comme ça, tout dépendant des Il n'y a pas d'âge pour comprendre, donc l'enfant peut comprendre. Oui, il faut juste adapter notre discours à ce qu'il est capable de comprendre. Fait au niveau scolaire, on va y aller comme ça. T'sais, on est plus triste, ou maman a des humeurs comme différentes, mais gêne-toi pas pour lui dire quand toi, tu n'es pas à l'aise. Tu peux baliser avec l'enfant aussi. Puis, parce que les autres, ils se font des scénarios, là, catastrophes. Là. Puis d'autres, ils ne pensent pas que c'est une maladie. Là. Fait qu'ils vont dire, bon, bien, maman, elle m'aime pas, elle va me demander de déménager, ils se font des scénarios bien pires, puis eux autres deviennent anxieux, là, beaucoup parce qu'ils ne comprennent pas. Fait que de nommer les choses, c'est correct. Avec un adolescent, ça va être un petit peu différent. Adolescent, jeune adulte, quelqu'un qui a un diagnostic ou pas, bien là, on peut être plus précis, puis là, on va devoir réconforter cet adolescent-là. Puis il y a des ressources qui existent pour que l'adolescent, le jeune adulte, puisse lui-même aller consulter de son côté, pour lui-même ou en tant que proche. Comme par exemple à l'Ancre, là, ici à Montmagny, ils ont un volet jeunesse en plus, fait qu'ils peuvent recevoir des adolescents. Ils disent, bien là, mon parent a telle problématique, parce que cet enfant-là, là, l'enfant de 7 ans, il ne réfléchira pas à ça, mais à 15, 16, 17 ans, là, mais moi, ça va-tu me toucher? C'est-tu génétique? Y a-t-il des répercussions? C'est-tu dangereux pour moi? C'est lui, là, ça va faire boule de neige. Fait qu'il faut être comme davantage prêt à répondre à ces questions, à l'outiller. Puis si on n'est pas en mesure de l'outiller nous-mêmes en tant que parents, bien, de l'envoyer peut-être dans une ressource vers un professionnel là, qui pourra l'aiguiller. Est-ce qu'il n'y a pas le mot orgueil qui embarque aussi là-dedans de dire, bien là, il faut que je parle à mon enfant, il faut que je parle à mon mari, il faut que je parle à mon épouse ou peu importe. Ouais. Il n'y a pas le mot orgueil où il y a de quoi qui nous arrête. C'est pas nécessairement de l'orgueil, là. Tu vas trouver les meilleurs mots que moi, mais il n'y a pas quoi qui nous arrête de dire je vais peut-être attendre. Et là, plus on attend, plus la ballonne gonfle. Oui. Bien, il y a des obstacles au dialogue. Que ce soit avec notre employeur, nos enfants, notre conjoint, nos amis, il y a des obstacles qui sont réellement là. Puis on parle beaucoup de préjugés et de stigmatisation. Les gens qui ont une difficulté en santé mentale, là, souvent, ne sont pas fiers de l'avoir. Tu sais, c'est... Il n'y a personne qui est fier d'avoir... Personne ne peut être fier de ça. Ils s'auto-stigmatisent tout seuls. Puis, souvent, ils ont vécu... Avant d'avoir un diagnostic, des fois, tu as une période un peu plus chaotique, puis tu sais pas... Tu sais pas ce que tu as, tu sais pas quitter, tu ne te comprends pas. Fait qu'ils peuvent avoir vécu de l'intimidation, de l'isolement, de se faire tasser dans des milieux de travail, etc. Fait que c'est sûr que
tu arrives déjà avec quelque chose de plus fragile. Fait que c'est difficile de l'ouvrir parce que si tu as eu une mauvaise expérience, tu l'as essayé une fois, ça n'a pas bien fonctionné. Les fois d'après, il faut que tu vives des expériences positives pour que la confiance revienne aussi. Fait que un manque de confiance, encore des préjugés. Puis les préjugés, il y en a encore partout. Au niveau de la santé mentale, tu es faible, tu es plus vulnérable, tu n'y es pas arrivé, tu n'as pas su t'adapter, alors que la personne avait peut-être tous les outils, puis c'est pas ça. Ça arrive de multiples façons, la santé mentale, là, que ce soit après un choc, après un traumatisme. Il y en a que c'est génétique, d'autres, c'est l'environnement dans lequel tu es né qui t'a amené vers. Fait qu'il n'y a pas une seule et bonne réponse. Fait que, il ne faut pas aller vers les préjugés, la stigmatisation, mais on fait toute face un peu à ça avec les croyances qu'on a, aussi avec l'information qu'on a. Est-ce qu'on a encore de la fausse information sur la santé mentale? Je pense que oui. Est-ce qu'on en parle encore quand c'est des drames épouvantables qui se passent, la santé mentale? On entend plus du négatif que des belles réussites? Oui. Fait que c'est tout ça là, qui alimente peut-être le fait qu'on n'est pas si... c'est difficile quand même de faire ce pas-là. Et pourtant, quand les gens le font, bien, finalement, je pense qu'ils ont plus de réceptivité qu'ils pensaient. Mais la barrière est dure à franchir. Est-ce que c'est pas un peu votre rôle d'aider ces gens-là à... Ben oui. Bien, nous, on ne travaillera pas avec les proches. On ne travaillera pas avec les proches, sauf dans de rares cas, dans certains cas où ils ont besoin de se comprendre. Mais on va travailler avec la personne pour qu'elle comprenne bien son diagnostic, sa façon de faire, ses symptômes, puis de voir avec qui elle est prête à en parler, comment on en parle, à qui, parce que c'est correct de ne pas vouloir l'annoncer dans le journal, là, non plus, là. Sa maladie, c'est bien correct, là. Mais c'est que ça peut faciliter des fois les relations avec les autres, de pouvoir nommer, bien, si tu constates ça ou ce symptôme-là, bien, c'est dû à, ma maladie. Je trouve que ça ouvre un beau dialogue. Puis, moi, la première, j'en ai fait un épuisement professionnel. Puis quand je suis revenue au travail après plusieurs mois d'arrêt, puis que tu te mets à en parler, que tu as eu une fragilité, tu as eu une problématique en santé mentale, bien, tu te rends compte que on est plusieurs dans le même bateau, mais c'est pas nommé, c'est pas d'instinct, on le fait pas, mais on devrait le faire. Puis moi, ça a été nommé avec mon employeur. De toute façon, il l'a bien vu, là, je suis partie pendant quelques mois. Fait que mon retour, on l'a adapté en conséquence pour pas avoir de surcharge. Puis ça a bien été, puis ça a passé, là, puis on n'en parle plus de cet épisode-là aujourd'hui, là. Mais l'employeur joue un rôle extrêmement important aussi auprès de ceux qui travaillent, qui fonctionnent bien, mais qui vont vivre un épisode. Fait que là encore, on n'est pas nécessairement dans un diagnostic sévère, mais qui vont vivre une période creuse. Est-ce que je la soutiens, cette personne-là, avec des PEA, avec des assurances collectives, avec une personne peut-être qui est formée à l'interne RH pour recevoir les propos de cette personne-là? Ou je la laisse décliner, puis j'ai un travailleur de moins tantôt, ou ça va prendre 1 an, 2 ans avant qu'elle revienne. C'est très, très difficile. Je lisais récemment, la plupart des gens, en fait, c'est peut-être comme, je pense que c'était 35% des gens qui, la première année où ils vont pas bien, ou qui ont un diagnostic, par exemple, vont en parler, vont aller chercher de l'aide, vont en parler avec des gens autour d'eux. Fait que tu as 65% de gens qui parlent pas, puis qui vivent pas bien avec ça non plus. Je pensais jamais que c'était si élevé. C'est que ça fait boule de neige, parce que plus on attend pour aller consulter, pour en parler autour de nous, puis je dis souvent consulter, mais c'est que des fois, juste d'en parler avec des gens autour de nous, hein, petite lumière qui s'allume, puis on se comprend mieux, juste d'en avoir parlé à haute voix, c'est important, le soutien, le réseau, c'est un facteur de protection aussi quand on a un bon soutien. J'en parlerai jamais assez. Fait que, il faut être prêt à en parler quand on a une difficulté, puis de l'autre côté, il faut être prêt à recevoir aussi quand on est une personne autre. Parce que, ça peut varier aussi, hein, parce qu'une fois, je peux t'en parler, Michel, puis la fois d'après, c'est toi qui m'en parles. 2 ans plus tard, c'est un dialogue, puis c'est sain de dire à l'autre qu'on est là pour lui, qu'on est prêt à l'entendre. Puis si, à un moment donné, ça devient trop lourd pour nous, de l'autre côté de la chaise, bien, c'est correct de dire, je vais t'accompagner vers une ressource, vers un médecin, vers un organisme communautaire, vers le 811 option 2, l'accueil psychosocial, parce que là, je peux t'écouter, mais je sens que tu as besoin de plus de soutien. Tout se dit, il y a des façons de le dire. J'aime la conclusion. Merci, Mélissa. Tout ce que vous avez à faire, c'est contacter ces gens-là. Si vous vous sentez comme Mélissa vient de le mentionner,
Appelez ces gens-là. Il y a des organismes maintenant pour aider, pour nous aider. Parce que la santé mentale, ça n'appartient pas qu'aux autres. Moi, c'est ça que j'ai compris. Bien, Tout le effectivement. monde, on voit beaucoup d'artistes qui ont été affectés par la santé mentale. Oui. Et pourtant, on reste surpris et on dit, mais ce sont des humains et des humaines comme nous, là. Bien, absolument. Puis c'est quand même 25 de la population qui aura un diagnostic au cours de sa vie. C'est quand même une personne sur 4. Merci beaucoup. Mélissa Boilard, l'organisme de trait d'union au 64 Saint-Jean-Baptiste Ouest, 248-4948. Merci. On se retrouve le mois prochain. Merci. Voilà, ça complète. Cultiver sa santé mentale. Une présentation du Trait d'Union, groupe d'entraide pour personnes ayant des troubles de santé mentale.